cela fait 10 ans à peu près, que toute une série d'initiatives, notamment poussées par l'UDC, nous ont permis d'exprimer ce que les autres peuples européens ne peuvent pas exprimer. Nous avons refusé que soit autorisé l'abattage rituel, qui est interdit chez nous depuis plus d'une centaine d'années. Et déjà à cette époque, un dénommé Tariq Ramadan faisait déjà campagne en Suisse, car il faut savoir qu'il est genevois, pas tout à fait comme moi, mais il est genevois, et il faisait campagne. Par la suite, nous avons également voté sur le durcissement du droit d'asile, sur la question de la nationalité. Certains voulaient que la nationalité devienne automatique dès la 3e génération. Cela a été refusé massivement. Nous avons également voté sur les minarets et nous avons voté sur l'établissement de quotas contre l'immigration. Mais cette appellation est trompeuse car il s'agit de quotas par rapport à l'immigration européenne. Bientôt, à la fin du mois de novembre, nous allons voter sur une autre initiative. L'initiative qui s'appelle EcoPop, pour écologie populaire, qui est destinée à limiter la croissance de la population à 0,2% par année, ce qui réduirait l'immigration à peu près 10 000 entrées par année. Ce sont des milieux écologistes, populaires, pas très politisés, qui ont mené ces initiatives. Nous avons espoir qu'elles rencontrent du succès. Toujours est-il, ces victoires, ce sont des victoires symboliques. Je le sais car je n'ai pas été un pilier, mais j'ai mené campagne à mon échelle en 2009 pour l'interdiction des minarets. C'était essentiellement une victoire symbolique. La victoire sur les minarets n'arrête pas l'immigration. La victoire sur les minarets n'arrête pas la construction de mosquées même. Ce sont des signaux, des étincelles. Et j'aimerais que ces étincelles, parce que la Suisse, nous sommes un petit pays qui n'a pas une vocation universaliste, j'aimerais que ces étincelles embrasent l'Europe, et embrasent particulièrement la France. Parce que si la Suisse a ce modèle intéressant, cette image d'Épinal un peu préservée, qui est parfois un peu usurpée, nous sommes confrontés au même problème. Nous avons fait le choix d'une immigration plus européenne que vous, si tant est que ce soit vous qui l'ayez choisi. Nous avons cette chance-là. Les défis sont peut-être décalés d'une dizaine d'années. Mais si nous ne faisons rien, nous sommes dans le même sac, tout comme l'Allemagne, tout comme l'Italie, tout comme la Suède, et demain les pays de l'Est. Il faut que la France se réveille. Pourquoi ? Parce que la France, c'est le pays des idées, c'est le pays de la révolution. Les idées bonnes ou mauvaises d'ailleurs, mais c'est le pays des idées quand même. C'est un pays qui a en Europe encore, et même dans le monde, une légitimité, une valeur d'exemple. Et il faut que vous vous réveilliez, il faut que vous vous embrasiez. Et l'Europe suivra. Et l'Europe a besoin d'être unie, elle a besoin d'un exemple, et il faut que ça soit vous. Donc aidez-nous. Les discours de cet après-midi ont souligné la justesse et la gravité du phénomène de l'immigration massive. Elle est en train de changer la réalité démographique de notre pays et de tout un continent. Oui, les peuples européens ne font plus assez d'enfants pour renouveler leur population. Et au même moment, sur nos plages, dans nos aéroports, mais surtout dans nos maternités, d'autres peuples prennent notre place. Il s'agit ici d'un constat que nous faisons le cœur triste, mais l'esprit lucide. Il ne s'agit pas d'une théorie, et encore moins d'un fantasme ou d'un complot. Ce constat n'est pas nouveau. À l'époque, certains disaient quand nous arriverons, ils partiront. Les identitaires, à leur création en 2002, ont fait de ce constat le cœur même de leur engagement. Nous sommes convaincus que la question de l'identité est plus que jamais la question du XXIe siècle, et aucune autre. Cette question est d'autant plus centrale que si nous ne faisons rien, elle peut avoir des conséquences irréversibles. L'économie, les institutions, la monnaie, la culture même, tout ça peut être reconstruit.
Un peuple ne le peut pas. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous résoudre à l'inaction. Nous ne pouvons pas nous résoudre à la passivité. Nous avons le devoir d'agir, de trouver des solutions et de tout faire pour les mettre en œuvre. Avant d'arriver à ces solutions que nous pouvons proposer, et que Guillaume Fay a déjà énoncé brillamment, parlons des alternatives. Quelles sont les alternatives qu'on nous propose pour coexister avec les autres? On nous parle d'assimilation. L'assimilation ne fonctionne pas. Comment le pourrait-elle? Elle n'a été efficace que lorsqu'il s'agissait de peuples proches, de peuples européens. Et encore, à ce moment-là, beaucoup d'entre eux sont retournés dans leur pays. Car l'assimilation est une démarche exigeante, qui n'est pas possible pour tout le monde. Aujourd'hui, face à ces masses inédites et face à la distance culturelle qui nous sépare de ces populations, qui arrivent chaque année plus nombreuses, c'est une folie de croire que l'assimilation pourrait encore être notre sauveur. Les preuves de cet échec sont quotidiennes. Et le peuple français n'a plus besoin d'être convaincu de cela. Et même, aujourd'hui, l'assimilation se déroule à l'envers. On en a un peu parlé. Mais pensez au nombre de djihadistes français convertis qui sont partis aller se battre en Syrie. Un quart des effectifs. Imaginez combien d'autres sont assimilés à l'envers dans les quartiers. Prétendre que l'assimilation républicaine fonctionne encore, c'est une connerie. Et je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques semaines, une vidéo est apparue sur Internet. C'était la vidéo d'une église en flammes, dans la cité du Lignon, dans laquelle j'ai habité 4 ans. Dans cette église, j'y ai été quelques fois, pour Pâques ou les grandes célébrations. Cette église est partie en flammes. Apparemment, un accident, des enfants qui jouaient. Toujours est-il que dans cette vidéo, on entend des jeunes en arrière-plan se réjouir de cet incendie, de cette destruction. Et à la fin, ils parlent en albanais et disent des choses peu amènes. Eh bien, cette assimilation-là, c'est l'assimilation aux banlieues françaises, parce que ces jeunes dans la vidéo parlaient avec l'accent des banlieues françaises, bien reconnaissable. L'assimilation républicaine est à ce point en échec que ces banlieues assimilent même au-delà des frontières, dans toute la francophonie. C'est à dire à quel point l'assimilation est une vue de l'esprit. Quel est l'autre modèle? C'est une forme d'intégration dans une société multiculturelle. Alors, regardons dans les pays multiculturels, regardons en Angleterre, regardons ce qui s'y passe. Eh bien, c'est encore pire. Regardez ce qui s'est passé à Rotherham, une ville moyenne, 300 000 personnes à peu près, 26e ville de l'Angleterre. Eh bien, dans cette ville, des filles de 13 à 19 ans ont été esclavagisées par des bandes de Pakistanais. Combien étaient-elles? 1400. 1400 filles ont été réduites à l'état d'esclaves dans cette ville. On est au-delà du fait divers. On est en état de guerre. Et cette guerre, elle n'a pas eu lieu qu'à Rotherham. Les cas ont été nombreux à Manchester et dans d'autres villes d'Angleterre. Donc, non, le système multiculturel ne marche pas. Dans un cas comme dans l'autre, nous allons au conflit. La cohabitation est impossible. Nous avons un modèle encore plus idiot, plus naïf, c'est le modèle suédois. Ce modèle basé sur une repentance, dont on se demande ce que les Suédois ont fait pour le mériter, associé à une générosité absolument démentielle. Eh bien, là encore, des émeutes régulières, des zones de non-droit, des djihadistes, comme partout, comme en Belgique, comme en Hollande, comme en Suisse, comme en Italie, comme en Espagne, comme en Allemagne, comme en Angleterre. Et maintenant, comme au Canada. Alain Duhamel disait face à Zemmour, « Oh, au Canada, ça marche très bien. » Ben non, ça ne marche pas. Maintenant, il y a que nous avons fait ce constat, que je crois
que la majorité des peuples d'Europe partagent ou commencent à partager, les instincts sont là. Il y a différents types de personnes, différents types de réactions, dont il est vrai que face à une même situation, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Certains, ça ne les dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres préoccupations. L'économie, les institutions, c'est très bien, c'est des hobbies sympathiques. D'autres encore souhaitent même ce changement de peuple. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la diversité, la mixité, tous ces jolis néologismes, participent à une forme de désaliénation, de libération par rapport au vieil ordre traditionnel, qui est effectivement très pesant actuellement. Ces gens-là existent. Mais il y a une autre catégorie, peut-être les plus nombreux. Certains sont un peu inquiets, mais minimisent le problème par une certaine forme de lâcheté. Parce que s'ils faisaient le constat que nous faisons, s'ils admettaient que nous avions raison, eh bien, ce serait une obligation d'honneur que de s'engager, que de militer, que de se dresser. Parce que tout homme a le devoir de défendre ses proches. Mais ils refusent. Ils refusent de faire le constat. Pourquoi? Parce que cela les sortirait de leur torpeur, de leur plaisir. La réalité, comme l'a dit Guillaume Fay tout à l'heure, les rattrapera bientôt. Je crois que la différence entre les identitaires et d'autres, c'est que nous avons à la fois cette clairvoyance, nous ne nous trouvons pas de fausses excuses pour ne pas militer, pour ne pas prendre des risques. Parce qu'effectivement, ce n'est pas facile. Certains d'entre nous se condamnent à une certaine forme de mort sociale, perdent des amis, ont des relations difficiles avec leur famille. Ces choses-là existent. Mais il y a aussi les formes de rétribution. Cette fierté que l'on a le matin en se levant de se dire « moi je combats ». Cette fierté que l'on a quand des gens nous remercient de faire ce que l'on fait. Et puis, bientôt, peut-être, la satisfaction d'avoir gagné. Et nous avons aussi la conviction que les peuples européens, et en particulier le peuple français, sont d'accord avec nous. Nous ne le méprisons pas, nous ne le trouvons pas idiot, nous ne le prenons pas de haut, nous savons qu'il a d'autres préoccupations. Et nous savons aussi que tous ne peuvent pas combattre. Nous savons que nous sommes une minorité combattante, agissante. Nous savons que nous avons ce devoir-là et que peut-être certains ne pourront pas nous accompagner. Mais nous devons être plus nombreux tout de même. Nous devons être portés par cet idéal et par cette conviction. Et cette situation est urgente. Et cette urgence appelle des solutions coordonnées, des solutions courageuses, menées avec détermination. Car ce qui manque avant tout aujourd'hui, c'est une volonté politique de régler le problème. Cela a déjà été dit de nombreuses fois aujourd'hui, mais c'est très vrai. Certains nous disent « oui, les lois nous empêchent, c'est très compliqué, les bateaux ne sont pas assez grands, etc. » Mais fidèles à la devise de Richelieu, nous pensons que la politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. Et aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est de mettre fin à la cohabitation avec les autres. Sinon, ce seront des conflits d'importance. Et comment mettons-nous fin à cette cohabitation? Bien, là encore, ça a été dit de nombreuses fois aujourd'hui. Je passe en dernier, donc je répète. C'est le phénomène de retour au pays. C'est un phénomène que l'on a pu observer, effectivement, lorsque les personnes ont envie de se réassiner ou pour les divers motifs qui ont été évoqués tout à l'heure. Mais nous voulons lui donner un aspect politique. Et le terme politique pour ce retour au pays, c'est le terme de remigration. C'est pourquoi le bloc identitaire, parce qu'on nous dit souvent, ouais, mais bon, de toute façon, vous proposez rien, vous êtes contre l'immigration, mais vous ne savez pas quoi faire, c'est impossible, etc. Ben, nous, on a dit, ok, d'accord, chiche, on va vous rédiger 26 mesures qui sont là, vous pouvez les trouver à l'entrée, il y en a 26,
qui, et d'ailleurs certaines sont inspirées du livre de M. Faye, qui permettront cette remigration. Aujourd'hui, nous avons même décidé, parce qu'on s'est dit que ce n'était pas suffisant encore, nous avons décidé de sortir un livre qui contiendra 30 mesures développées, augmentées, argumentées, et nous espérons qu'elles inspireront les politiques. Nous espérons aussi qu'elles vous permettront d'avoir des arguments dans vos discussions et vos débats. Et j'aimerais illustrer un peu l'esprit de ces mesures par un exemple, une comparaison. L'Union européenne s'est dotée le 26 octobre 2004 de Frontex, une sorte de corps de garde-frontières européen destiné à sécuriser les frontières extérieures de l'Europe, de l'Union européenne. Nous ne sommes pas des fétichistes des institutions ou psychorigides sur la question de l'Hexagone. Si l'outil fonctionne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais regardons dans le détail ce qui se passe. Alors, bon signe, premier bon signe, cette agence est embryonnaire, mais est déjà la cible de tirs nourris de la part des milieux soi-disant de défense des droits de l'homme, qui dénoncent pêle-mêle son côté paramilitaire, son caractère semi-privé et sa fonction de rejet des immigrants, quelle horreur. Et puis, ils traquent de manière névrotique les dérives possibles de cette agence. Mais regardons dans le détail. Le budget de Frontex, 85 millions d'euros par an. Ah bon, ça vous dit rien comme ça, on va comparer. 2010, 175 agents ont été envoyés en Grèce pour soutenir les gardes-frontières locaux. Je pense qu'ils ont besoin d'aide, effectivement, donc pourquoi pas. En 2013, l'agence disposait de 318 agents, dont 227 opérationnels, donc des vrais gardes-frontières, des vrais douaniers à moustache. À titre de comparaison, l'United States Border Patrol, les gardes-frontières américains, ceux qui patrouillent sur la frontière du Mexique, disposait en 2013 de 21 000 agents et d'un budget de 3,5 milliards de dollars. Ce sont des montants pas tout à fait comparables. Et cela, c'est sans compter le corps des gardes-côtes américains, qui est lui aussi extrêmement important, et de toutes les autres agences qui ont aussi la mission de lutter contre l'immigration illégale. Ces moyens ridiculement bas de Frontex ont fait dire à François Bayrou, dans un débat post-élection européenne, où même Mélenchon s'inquiétait de l'immigration, parce que le succès du FN faisait que. Donc François Bayrou disait, mais le budget de Frontex ne dépasse pas le budget de ma bonne ville de Pau. C'est un peu léger pour arrêter les flux actuels. En effet, c'est un peu léger. Et nous allons comparer ce chiffre avec un autre chiffre qui est très intéressant. C'est un chiffre qui nous est donné par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et ils ont chiffré ce que la traite des migrants rapportait dans le monde, au réseau de passeurs. Ce chiffre-là, c'est 7 milliards de dollars par année, rien que pour l'immigration européenne, enfin à destination de l'Europe, et à destination des États-Unis. Donc on peut estimer à peu près qu'elle se répartit 3,5 milliards d'un côté, 3,5 milliards de l'autre. Donc on voit bien que ça enrichit des mafias énormément, et que donc ces mafias ont des moyens très importants. Et en face, on leur propose quoi? Frontex avec 85 millions de budget. C'est ridicule. Donc ça, c'est l'exemple européen. Allons sur le contre-exemple australien. Alors, ça a déjà été évoqué aussi, mais je vais rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail, pour là aussi comprendre l'esprit et voir à quel point des choses qui nous semblent impossibles ici sont possibles ailleurs. Quand on arrive sur le site du service de protection des douanes et des frontières australien, il est inscrit « les règles ont changé ». Et ce n'est pas juste un effet de manche, c'est vrai, les règles ont changé. Pourquoi elles ont changé? Parce que l'Australie a élu un libéral conservateur catholique, Tony Abbott, comme Premier ministre. Il a été élu en septembre 2013. Et une des phrases qu'il a voulu faire, un slogan pour sa nouvelle campagne, c'était, en relation avec sa pratique religieuse, « Jésus savait qu'il y avait une place pour chaque chose, et la place de tout le monde n'est pas nécessairement en Australie. » Sarkozy
aurait pu dire quelque chose d'à peu près similaire. Ces racailles, on va vous en débarrasser, le Karcher, etc. Il a fait des coups de menton. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu en 2007. Toujours est-il, là, ce n'était pas des coups de menton. Pourquoi? Parce qu'une véritable politique protéiforme a été mise en place par ce Premier ministre. Qu'a-t-il fait? Déjà, il a donné un slogan à cette campagne, « No way ». En langage jeune, on dirait « il n'y a pas moyen ». Vous ne pouvez pas rentrer dans le pays, vous ne pouvez pas faire de l'Australie votre pays. Voilà quel est le slogan de sa campagne. Là où Mare Nostrum et Triton, vous savez, ces opérations de l'Union européenne, disent « venez, nous allons vous accueillir et vous donner tout ce qu'il vous faut ». Le message n'est pas le même. La réaction n'est donc pas la même. L'opération s'appelle « Frontières souveraines australiennes ». Ils ont édité une bande dessinée, l'image parle toujours plus que les mots, 18 pages, traduite en 17 langues, donc hindi, farsi, vietnamien, kurde, albanais, somalien, destinée à l'émigration. Elle présente un clandestin enfermé dans un centre de rétention qui regrette son pays d'origine et souhaiterait ardemment y retourner. Ensuite, il y a eu des clips vidéo. Et là, nous avons un général. Mais ce n'est pas n'importe quel général, c'est le numéro 2 de l'armée australienne, en tenue d'assaut, béret vissé sur la tête, qui dit sur un ton martial, donc c'est le général Angus Campbell, ces vidéos sont disponibles sur YouTube, je vous engage à aller les regarder, c'est complètement incroyable. Et donc, il dit, le gouvernement australien a mis en place une politique de protection des frontières la plus solide jamais vue. La politique du gouvernement australien est d'intercepter tout navire cherchant à pénétrer illégalement en Australie et de le raccompagner en dehors de nos eaux. Les règles s'appliquent à tous. Famille, enfants, enfants non accompagnés, éduqués et qualifiés, il n'y a pas d'exception. Et, en plus, la campagne se range du côté des clandestins en expliquant que les passeurs, ce sont des criminels, vont tenter de profiter d'eux, de les voler, d'en abuser. Ce qui est absolument vrai. Ces vidéos, alors on pourrait dire, oui, ça va toucher personne. Non, ça touche plusieurs centaines de milliers de personnes. La version en arabe a été vue plus de 330 000 fois. Ces vidéos sont même parfois diffusées dans les pays d'origine des migrants, donc les pays d'où viennent la plupart des migrants. Par exemple, ça a été le cas en Sri Lanka et en Malaisie. Alors, est-ce que cette politique a été efficace? Nous allons le voir. Les chiffres de l'Organisation internationale des migrations nous expliquent qu'en 2013, année où Abbott a pris le pouvoir, 356 morts. En 2012, pardon, 212 en 2013 et 356 en 2012. Donc il y avait déjà une déclinaison. Un déclin, pardon. Et en 2014, 0 mort en mer. Pourquoi? Parce que les bateaux interceptent les bateaux de migrants, les déposent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et surtout, moins de personnes arrivent, puisqu'ils sont découragés à l'origine. Alors, il y a cette solution qu'on appelle la solution PNG là-bas, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, quelle est-elle, la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Vous ne connaissez peut-être pas, c'est sur une île qui est partagée à la fois entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. C'est une île tropicale, très sauvage, avec peu d'infrastructures. Et donc, les immigrés, interceptés en mer, sont logés dans des centres de rétention en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec des infrastructures australiennes, évidemment, et ils peuvent demander l'asile, bien sûr. Mais s'ils obtiennent l'asile, ils obtiennent l'asile en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce qui est manifestement pas très intéressant. Et puis, bien sûr, il y a une politique plus vieille encore, qui s'appelle Thinking of Home, qui, depuis 1779, a aidé, accompagné 1,2 million d'immigrés à rentrer chez eux d'une manière humaine et digne. Nous ne proposons pas autre chose dans nos 26 mesures. Alors vous avez pu mesurer toute la différence de mentalité qu'il y a entre
l'esprit de Mare Nostrum et de Triton, qui n'ont aucune vocation dissuasive, et la politique australienne, qui est une politique dissuasive, mais qui est en plus une politique humanitaire, puisqu'elle sauve des vies, et puisqu'elle permet à des gens de ne pas faire l'erreur de venir dans l'Australie et de vivre une vie de misère. S'il faut protéger les frontières contre l'immigration illégale, comme le fait l'Australie, c'est évidemment pas le cœur du problème. Bien sûr, l'immigration légale, l'immigration liée au droit d'asile sont encore des questions différentes. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit cet après-midi brillamment, et mieux que je ne le saurais faire, mais il faut bien sûr casser avant tout cette pompe aspirante des aides sociales, de ces aides médicales distribuées gratuitement à des gens qui n'ont même pas le droit d'être ici. Bien sûr, il faut casser cette machine-là, même si nous dressions les murs les plus grands, en proposant autant d'argent, autant d'aides, gratuitement, sans aucune condition, à n'importe qui, il est évident que les gens trouveront toujours un moyen de venir. Et nous dépenserons d'autant plus d'argent dans la protection des frontières. Donc avant tout, il faut casser cette pompe aspirante. Alors, maintenant, j'ai énoncé quelques idées, quelques mesures que vous pourrez approfondir en lisant cette brochure. Mais j'aimerais aussi parler d'une idée que j'aimerais soumettre à votre réflexion. C'est la question de la double nationalité. Parce que si elle a une dimension, une fibre patriotique certaine, cette volonté d'obliger à forcer les gens à choisir entre deux nationalités. Tu es soit français, soit tunisien. Tu fais le choix de la nationalité française, donc tu es pleinement français. On sait à quel point ça peut être faux quand on voit les avantages qu'il y a à avoir la nationalité française, et quand on voit aussi à quel point la nationalité administrative est complètement décorrélée des questions d'identité et d'attachement sincère au pays. Combien sur les Champs-Élysées ou dans les autres villes de France qui arboraient des drapeaux algériens ont, et uniquement, une seule nationalité, la nationalité algérienne? Combien sont-ils? Il y en avait beaucoup. Et ils se sentent pourtant algériens. Donc la suppression de la double nationalité n'est pas forcément un gage de patriotisme ou un gage de remigration. Au contraire, elle peut être un frein. Elle peut être un frein, car les djihadistes qui n'ont pas la double nationalité, nous ne pouvons pas les renvoyer. Les djihadistes qui ont la double nationalité, nous pouvons les renvoyer. Par ailleurs, si ces gens-là retournent dans leur pays et demandent à récupérer leur nationalité, beaucoup de gens prévoient qu'après avoir perdu sa nationalité parce qu'on a été éloigné, parce qu'on ne l'a pas réclamé, parce qu'on n'a pas été au consulat. Si vous avez des parents d'un pays donné, vous pouvez récupérer cette nationalité. Donc même si à un moment donné, on refuse, on dit, voilà, je me débarrasse de cette nationalité, en allant dans le pays d'origine, on peut la récupérer. Donc c'est une mesure qui tient du symbole, qui tient du cocorico, de la forfanterie. Elle n'est pas utile. C'est certainement un sujet qui fait débat et qui, j'espère, amènera des réflexions. J'aimerais maintenant vous parler de quelque chose d'un peu plus métaphysique. Aujourd'hui, notre lutte est une lutte historique. Nous sommes confrontés à des changements millénaires. Ce qui se profile devant nous sont des événements de portée mondiale qui peuvent mener à la fin d'une civilisation. Et là, j'utilise des grands mots, mais dans la réalité de tous les jours, ça veut dire que quand vous vous promenez dans vos rues, vous verrez des commerces qui ne sont pas les vôtres, vous verrez des gens qui n'utilisent plus les mêmes codes de sociabilisation que vous. Vous aurez peur pour vos fils et pour vos filles. Vous aurez peur pour les gens qui vous sont proches. Peut-être que vous-même, vous vous ferez agresser. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà été. Cette question-là est une question qui doit vous toucher au plus profond de vous. Parce qu'elle est décisive. Elle est primordiale. Et c'est une question de survie. On ne parle pas de niveau de vie, de confort. On parle de survie. Je vous remercie.